Bonjour à tous. Bienvenue. On a dans cette... alors ça devait être une conférence. Ça plaisait pas trop à François et à Vincent, ce que je peux comprendre. La conférence, et peut-être pas à vous non plus. La thématique, c'est la culture générale du XXIe siècle parce que ils ont tous les deux écrit, réalisé cet ouvrage. Ça fait peur. C'est un petit Larousse. Sur la culture générale. Donc voilà, François Reinhardt, pardon, Oui, pardon, 21e siècle, c'est le kit. Oui, tu as raison, pardon. Le petit Larousse de la culture générale. Donc, François Reinhardt et Vincent Breukviel, tous les deux l'ont coécrit. Je vous laisse en quelques mots d'abord nous présenter l'ouvrage et peut-être donner une fameuse définition de cette culture générale qu'on trouve un peu partout, qu'on met un peu à toutes les sauces. François. Alors, l'idée de la culture générale, vous êtes à l'école, donc c'est ce que vous apprenez à l'école, en fait. C'est-à-dire que quand vous allez avoir le bac, en principe, à la fois, vous serez spécialisé dans des matières particulières qui sont vos domaines de prédilection, et puis en même temps, vous devrez avoir ce qu'on appelle un bagage culturel, des choses que, par exemple, des choses que tout le monde que tout le monde doit savoir. Par exemple, si je vous dis Molière, vous devez savoir qu'on ne parle pas d'un roi de France, on parle de quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre, d'accord, des comédies. Ou bien, si je vous dis le libéralisme, vous devez vous dire que c'est lié aux théories économiques, par exemple. C'est ce qui permet, disons, que la culture générale. On disait traditionnellement, la culture générale, c'est ce qui permet à un citoyen ou à une citoyenne d'un pays donné de lire le journal et de comprendre ce qu'il y a dans le journal. D'accord ? Parce que tous les jours, quand on lit le journal, quand on lit les actualités, on est confronté à la culture générale. Quand on voit une bagarre au Parlement, quand à l'Assemblée nationale, il y a les députés qui s'opposent, ça concerne tous les citoyens, puisqu'on est tous concernés par la vie politique, eh bien, il faut savoir ce que c'est qu'une Assemblée nationale et pourquoi il y a des députés, à quoi ils servent, etc. Et bien, la culture générale, c'est un petit peu ça, c'est ce qui sert. Donc, on a voulu faire un livre en essayant de résumer de la manière la plus simple possible tout ce qu'on appelait un honnête homme, ou une honnête femme. Un honnête homme, c'est pas un homme qui est... Quand on dit un honnête homme, ça veut pas dire un homme honnête, c'est pas celui qui rend la monnaie convenablement à la boutique, c'est quelqu'un qui serait un citoyen de son temps, de son époque, et qui a ce bagage de culture générale. Donc on a fait cet ouvrage-là, ça s'appelle Petit Larousse, mais c'est pas un dictionnaire, c'est classé par grande thématique, par grande matière, comme à l'école. Il y a les langues, il y a l'histoire, il y a la géographie, etc. Puis voilà, on essaie de dire la culture de base qu'un citoyen du 21e siècle doit avoir, on essaie de la résumer de manière simple. Voilà. Vincent, comment est-ce qu'il s'est bâti ? Parce que la culture générale, c'est extrêmement vaste. On peut parler de tout. Vous avez choisi certains domaines. C'est vaste, mais en même temps, il y a des différentes disciplines. François disait que c'était ce qu'il faut avoir comme bagage. C'est vrai. On pourrait dire pour vous, c'est ce qui vous permet de ne pas rendre une feuille blanche lors d'une interro. C'est important. Bah oui, si vous n'avez pas révisé la période historique lors d'un devoir d'histoire, vous avez quand même des notions, vous pouvez la resituer, et donc ce bagage-là, il est quand même bien utile. La question, c'était comment ça s'est bâti. On a regardé les matières principales, et puis on se les est réparties, François et moi. Parce que, comment on se les a répartis ? On s'est dit, on a chacun nos spécialités. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art. Et puis, j'ai eu une formation scientifique auparavant. Donc, je me suis retrouvé avec les sciences, la géographie, la philosophie et l'histoire de l'art. Et puis après, il y a des choses qu'on s'est partagées, par exemple la littérature, puisqu'on est tous les deux passionnés de littérature. Ce qui veut dire que François, lui, il lui est resté l'économie, l'histoire, ouais. Parce que ça, c'est sa grande spécialité. La politique. Les langues, la grammaire, tout ça, ça c'est important. Ouais. Et les sciences politiques et puis la religion, c'est très important aussi, ou plutôt les religions, parce qu'il y a beaucoup de religions dans le monde. Ça, les religions, c'est très intéressant aussi en termes de culture générale, parce que la plupart des gens, ils connaissent bien la religion qui est la leur, mais ils n'ont pas idée de ce que c'est que la religion des autres, alors que c'est très important de le savoir. Quand on est chrétien, d'avoir une idée de ce que c'est que l'hindouisme, d'avoir une idée de ce que c'est que le confucianisme, qui est la religion, une des religions chinoises, c'est important de le savoir, c'est important de connaître les principes. Alors, je précise simplement, vous avez l'opportunité de poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez envie d'intervenir, de poser des questions à François, à Vincent sur ce sujet-là, la culture générale, sur les sujets qu'ils vont aborder. Moi, j'ai une question. Vous pouvez lever la main. C'est quoi LES ou
LES, première LES. Première L et première ES. C'est deux. Alors les L sont où? Sont les littéraires, ouais. Et les ES sont les sciences éco. D'accord. Je pensais que les deux étaient mêlés, mais non. Alors, reprenons ce petit Larousse. Déjà, est-ce que vous l'ouvririez? C'est ça, j'ai bien dit, ouais. Ouvririez. Un dictionnaire comme ça, un petit Larousse comme ça. Parce qu'il est... C'est vrai? L'épaisseur, c'est quoi? C'est l'épaisseur parce qu'il a... Il n'est pas classique dans le sens où il n'est pas hermétique. Quand on voit la couverture, on a essayé de faire quelque chose qui soit accessible, attrayant. qui soit simple, etc. En plus, là, on vous parle à vous parce que vous êtes lycéen, mais le livre, il est comme on disait dans Tintin, de 7 à 77 ans. C'est ce qu'on disait dans les Tintins, on disait ça. Bon, là, 7 ans, peut-être pas. Hein. S'il y a un gamin de 7 ans qui lit ça, il faut l'emmener s'il y a un psychiatre vite fait, hein, parce que je pense qu'il y aura un doute. Mais disons de 15 à 115 ans, voilà. Ouais. Mais il fallait que ça parle à tout le monde? Que oui, ça parle à peu près à toutes les générations. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, ce qui est très important, là, vous êtes au lycée, donc vous avez l'habitude de faire toutes les matières. Une fois qu'on a fini l'anglais, on va en maths. Une fois qu'on a fini les maths, on va en musique. Ça, c'est normal. Mais après, dans la vie, la plupart des gens, ils ont un domaine de prédilection. Celui qui est quelqu'un qui travaille dans le commerce, bah, lui, tout ce qui est l'économie, le commerce, etc., il va suivre ça parce que c'est son domaine à lui. Mais la littérature, il va dire, moi, j'y connais rien, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Alors que pourtant, ça peut l'intéresser aussi. Donc voilà, il y a l'idée de s'ouvrir, de s'ouvrir aux autres cultures, de s'ouvrir aux autres domaines, etc. Ça, je trouve ça passionnant, moi. Alors, on peut égrener un peu les chapitres, éventuellement, voir un petit peu ce qui vous a intéressé en ressortant un ou deux termes ou une ou deux anecdotes. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez, vous, des domaines qui vous intéressent plus particulièrement ou des sujets ou des gens ou des mots. Alors, il y a cours de langue, d'abord. Donc ça, c'était pour François. C'est ça? Le cours de langue, il y a déjà la grammaire au départ, et à chaque fois on essaie, parce que la grammaire, c'est pas drôle, faut être honnête. Voilà, c'est toujours considéré comme un truc un peu rébarbatif, mais ça peut être, il y a des côtés qui peuvent être amusants aussi. Par exemple, là, en le refeuilletant, là, je retombais sur un petit encadré, un petit encadré dedans, sur la ponctuation, sur l'importance de la ponctuation. On avait trouvé ça quelque part. Il y avait un linguiste qui avait dit, vous savez, c'est très important la ponctuation. La ponctuation, les points, les virgules. Par exemple, la phrase, venez manger, virgule, les enfants. Venez manger, les enfants. Vous comprenez tous, ça veut dire les enfants, venez manger. Si je ne mets pas la virgule, venez manger, les enfants. D'accord ? Vous comprenez voilà. Là, c'est un autre festin. En général, les parents mangent rarement leurs enfants. Enfin, non, normalement, ça peut. Voilà. Ou aussi, on essaie d'expliquer aussi ce que c'est que les bases de la grammaire, d'où ça vient, pourquoi, comment, qu'est-ce qui a inventé ça. Alors, le premier grammairien, on estime que le premier grammairien, c'est quelqu'un qui est un Indien, qui est un savant indien. On est très longtemps avant Jésus-Christ. J'ai oublié l'époque, mais je crois que c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, à peu près à l'époque de Platon, de Socrate, etc. Il s'appelle Panini. Il s'appelle Panini comme les vignettes Panini, mais ça n'a rien à voir. Il s'appelle Panini et c'est quelqu'un... Vous savez, le livre sacré en Inde, ça s'appelle les Védas. Et les Védas, c'est comme la Bible, c'est les livres sacrés de la religion hindoue. Et ils sont écrits dans une langue, la langue traditionnelle indienne, qui s'appelle le sanskrit. Et lui, il était obsédé par cette idée, il faut étudier ces textes sacrés, comme il y a des tas de savants qui étudient la Bible. Lui, il étudiait, et pour l'étudier, il a étudié la langue. Et donc, en étudiant la langue, il repère que, voilà, ça c'est un verbe, ça c'est un... Enfin, en sanskrit, je ne sais pas si j'imagine qu'il y a la même chose, mais c'est le premier qui a étudié la langue, qui a disséqué la langue et qui a montré comment elle fonctionnait. Donc on dit que c'est le père de la grammaire. Le père de la grammaire, c'est un Indien qui s'appelle Panini. Voilà. Après, il y en a beaucoup d'autres, des grammairiens européens, bien sûr, ou dans toutes les langues, il y a des grammairiens. Mais voilà, il y a cette chose-là, par exemple, qu'on essaie toujours de raconter un petit peu, de raccrocher les choses à l'histoire. Et rendre les choses un peu plus sexy qu'elles ne le sont, surtout quand on parle de grammaire. Moi, je trouve ça peut être amusant, la grammaire aussi, mais bon. Par exemple, tiens, il y a aussi un autre truc historique. Vous en avez tous bavé quand vous étiez, je sais pas, en 6e, en 5e, 4e, avec l'accord du participe. Vous voyez, l'accord du participe passé. Vous vous souvenez de ce truc-là? Est-ce que je peux juste ajouter, le titre du sous-chapitre, c'est « Le charme discret du participe ». Ah bah voilà. Et dans le charme discret, parce que le charme discret du participe, l'accord du participe passé, pour tous les gens qui apprennent le français, c'est un cauchemar, parce que les choses que j'ai écrites, il faut écrire TES parce qu'on doit accorder, puisque le complément d'objet direct, il est placé avant, d'accord, les choses que j'ai écrites, et j'ai écrit des choses, il ne faut pas l'accorder parce que le complément, il est placé après. Donc c'est vraiment...
pour un Anglais qui voit ça, il comprend pas. Ou, bon. Et de quoi ça vient cette chose-là? C'est parce qu'au Moyen-Âge, il y avait les copistes. C'était les copistes qui écrivaient. Et un copiste qui écrit, quand un copiste écrit, si le complément est placé avant les choses que j'ai écrites, il sait qu'il doit accorder avec les choses parce que c'est avant quand il écrit. Si c'est après, il ne sait pas ce qu'il doit accorder. Et si c'est après, quand on est copiste, on ne peut pas revenir. On n'a pas de gomme quand on est copiste. Ça coûte très cher, les manuscrits, etc. Et donc, c'est pour ça que cette pratique s'est faite, que quand c'était avant, on accordait, et quand c'était après, on estimait qu'il fallait protéger le copiste, et donc il fallait pas le faire. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Ah, c'est peut-être pas vrai. Oui, mais c'est pas grave, ça donne beaucoup de charme et ça aide à apprendre les règles. Oui. Et puis après, ça permet aussi d'apprendre d'autres langues, de connaître la grammaire française, parce que on n'est pas au bout de nos peines. C'est-à-dire que quand on, par exemple, François est en train d'apprendre l'espagnol, ça fait 6 mois, même un petit peu plus. Donc ça fait 2 jours qu'il parle espagnol ici, autant qu'il peut. Voilà. Avec une espagnole qui n'est pas là. Mais... Et donc il m'a surpris en me disant qu'il y avait 2 subjonctifs. Il y a 2 en espagnol, Dominique connaît ça, oui, alors ça, parce que nous en français on a du mal avec les subjonctifs, c'est compliqué les subjonctifs, mais le subjonctif imparfait, par exemple, nous en français on l'utilise plus du tout. On dit, plus personne ne dit j'eusse aimé que vous vinciez. C'est comme ça qu'il faudrait dire. On dit j'aurais aimé que tu viennes. On met tout avec conditionnel et avec le subjonctif présent. Et en espagnol, on dit j'eusse aimé que vous vinciez, et pour dire vous vinciez, on a 2 manières de le dire. Donc ça va, on a de la chance. Oui, donc on a de la chance. Finalement. On va. Alors passons au suivant. Les pages d'histoire du monde. Ça, c'était pour Vincent ? Non, c'était toujours pour. C'était toujours pour François. Page d'histoire du monde. Après, c'est l'économie. C'est aussi François. François, il a fait toute la première moitié. On va faire dans le désordre. C'était quoi, tu m'as dit les sciences. Alors, les sciences. Où est-ce qu'elles sont? Planète, notion de philosophie. Les philosophies, c'était toi. Ouais. Alors, notion de philosophie, c'est les premières que je trouve. Notion, alors ça aussi. Alors non, vous êtes en première ou en terminale? Il y a quelques terminales. La philo, ça vous fait rêver? Ça vous intéresse? C'est intéressant. Bon. Alors, c'était quoi l'objectif du coup dans ce dictionnaire-là? C'était démystifier la philo, donner aussi des petites anecdotes, la rendre... En fait, je me suis appuyé sur le fait qu'il y a une histoire de la philo et partir de l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est tranquille. Voilà. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les philosophes du Moyen-Âge vont s'inspirer des philosophes de l'Antiquité, les philosophes de la Renaissance de ceux du Moyen-Âge et aussi de ceux de l'Antiquité. Donc si on évite d'aller à rebours comme je viens de le faire, mais plutôt commencer avec les pré-socratiques, c'est-à-dire ceux qui sont avant Socrate, et puis arriver, quand je dis à nos jours, ça va jusqu'au structuralisme, à la French Theory, c'est-à-dire aux philosophes français qui sont principalement étudiés aux États-Unis. Voilà, on a eu un grand panel. Mais ça suffit pas en philosophie de raconter l'histoire des philosophes. Et il y a une chose je pense que ceux qui sont en terminale sont en train de le voir, il y a la question des notions, du langage philosophique. Et donc une fois qu'on a lu l'histoire des philosophes, il y a une deuxième partie qui est le vocabulaire. Et c'est là qu'on se rend compte que chaque philosophe reprend les termes de ses prédécesseurs. Et donc mon chapitre, il est en deux temps. Et normalement, quand on a lu les mots de la philo, on sait à qui on doit faire référence. Ça fait un peu moins peur finalement, parce que oui. Ça fait un peu peur la philo, ouais. avec les grands mots, avec les grandes théories, avec. Voilà, surtout en terminale, on y plonge direct. Voilà, l'idée c'était de raconter l'histoire des philosophes. Ouais. Il y a une ou deux, alors anecdote, je ne sais pas si c'est le mot, mais une ou deux petites choses qui ressortent, comme on a pu avoir l'exemple sur. Alors sur de la philosophie, c'est peut-être plus difficile. Ouais. J'en ai pas en tête là comme ça, mais. Oui, qui est. Donc je raconte le mythe de la caverne. Et puis, est-ce que ça vous parle d'abord les terminales, le mythe de la caverne? Bon. Pour les premières peut-être. Les premières l'ont pas encore. D'accord. Mais non, moi je préférerais que vous me racontiez, et puis peut-être qu'après je vais essayer de
de l'analyser. C'est pas noté, donc faire ça. vous pouvez vous lancer. Qu'est-ce qui raconte, qu'est-ce qui explique en 2 mots ce que c'est que le mythe de la caverne de Platon? Qu'est-ce qui se lance? Vous venez de dire oui, forcément il y en a qui peut. En gros, on est tous attachés, on est tous au fond d'une caverne et tout ce qu'on voit, ce sont que des ombres que les politiques, le gouvernement, ils nous reflètent. Donc on voit jamais la réalité. Et il faut imaginer qu'un jour, il y en a un des esclaves qui se libère, qui sort de la caverne et il est aveuglé, mais au fur et à mesure, il se rend compte que ce qu'il a toujours vu, en fait, c'était que des ombres. Et au final, le soleil, c'est la vérité, la connaissance. Et il retourne dans la caverne pour expliquer aux autres que la vérité, c'est pas là, mais les gens, ils ont du mal à comprendre parce que, en fait, c'est vraiment, faut avoir le courage de sortir, quoi, puis de voir la vérité. D'accord. Donc c'est exactement ça. Le mythe, c'est les différentes étapes pour accéder à la connaissance. Et ce qui est important dans ce que tu racontais, c'est qu'il est aveuglé, c'est vu comme une souffrance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est difficile. Affronter la première réalité, c'est compliqué. Donc le mythe de Platon, c'est issu d'un dialogue et c'est raconter une histoire qui ensuite, dans le dialogue, va donner lieu à des interprétations. On déchire le voile du mensonge, on accède à l'extérieur, et puis ensuite on doit convaincre les autres. C'est les processus qui sont importants dans le mythe de la caverne, le processus de la connaissance. Là, sur la connaissance, mais tu parles de dialogue. Donc, le dialogue, 10 sur pour le coup, 10. est pas mal. On peut noter, le professeur est là, on peut plus de points au bac. Simplement un mot sur le dialogue, c'est toujours important dans la philosophie. Dans la philo. Dans Socrate surtout. Bah oui. Oui, dans Socrate, mais globalement, Explique ça, Vincent. l'échange et la réflexion à deux, pour faire évoluer les idées, pour faire se confronter les idées. La philo, c'est ça aussi. Oui, c'est ça. Alors il y aurait un autre mythe, c'est le philosophe n'est pas celui qui est dans son alors non pas dans sa caverne, mais dans son bureau enfermé. Et voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'intermédiaire, mais qui cherche à développer une vision du monde. Et puis, pardon, mais il me semble que là, pour Platon, c'est un élève de Socrate. Et Socrate, c'est un philosophe. Socrate, il n'a jamais rien écrit. C'est le plus grand des philosophes grecs. Et il n'a jamais rien écrit. Et lui, sa manière de procéder de Socrate, c'était de discuter avec des gens. Il voit quelqu'un, il discute avec lui, et il lui dit mais qu'est-ce que tu penses de ça? Et juste, il pose quelques questions, etc. Et l'autre dit mais moi, je pense ceci, cela. Et puis Socrate, il va essayer de le faire changer d'idée. Oui, mais est-ce que tu pourrais pas voir les choses autrement, etc. Et voilà, donc la base de la philosophie socratique, c'est le dialogue. Je me trompe, Vincent? C'est la discussion et l'échange. Voilà. Après la philo, revenons à l'histoire du coup. Là, sur l'histoire, alors là, c'est évidemment en une centaine de pages d'essayer de faire toute l'histoire du monde, c'est compliqué. Mais en tout cas, la chose qui me paraît très importante, alors je ne sais pas comment sont les programmes d'histoire au lycée que vous avez vous ou au lycée qu'il y a en France métropolitaine, j'en ai aucune idée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas été moi-même élève de première et de terminale. Mais la chose qui me paraît très importante, c'est d'avoir, pour comprendre le XXIe siècle, pour comprendre notre siècle d'aujourd'hui, c'est d'avoir des idées de l'histoire du monde. Vous êtes dans le Pacifique, donc vous êtes bien placé pour savoir que le grand événement mondial du XXIe siècle, c'est la grande rivalité entre la Chine et les États-Unis. C'est ça. Le monde, pendant très longtemps, à partir du XVIe siècle, à partir du moment où juste après Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, et jusqu'au XXe siècle, c'était l'Europe qui a dominé le monde. Il y a eu la période européenne, c'était l'Europe qui a dominé le monde. C'est pour ça que l'Europe a réussi à avoir des colonies partout, etc., et a dominé le monde. Mais ça s'est terminé en 1945. Ensuite, à partir de 1945, la grande opposition qui a structuré le monde, c'était l'opposition entre les États-Unis et ce qu'on appelait l'URSS, l'Union soviétique, la Russie communiste. Et ça s'est terminé au moment de l'effondrement de la Russie communiste en 1991. Et puis ensuite,
à partir du début du XXIe siècle, ce qui aujourd'hui gouverne le monde, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Eh bien, pour comprendre cette rivalité-là, il faut avoir une idée de ce que c'est que l'histoire américaine et il faut avoir une idée de ce que c'est que l'histoire chinoise. Donc c'est très important de comprendre, parce que quand on ne connaît pas l'histoire chinoise, on a le sentiment que c'était un pays, je ne sais pas si vous êtes beaucoup plus jeune, mais les gens de ma génération, quand on voyait la Chine à la télé dans les années 80, on voyait des gens à vélo, on a l'impression que c'était un pays où il y avait rien, qu'ils étaient tous dans la misère, etc. Puis aujourd'hui, il y a des Chinois partout, il y a les Chinois qui gouvernent tout, il y a les Chinois partout en Afrique, il y a les Chinois partout dans le Pacifique. D'où ça vient cette chose-là? Eh bien, ça vient du fait que dans l'histoire chinoise, la Chine, la Chine, sa vision à elle de l'histoire, c'est que la Chine a toujours été un pays qui était la puissance mondiale la plus importante. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, puis surtout au début où quand la Chine s'est constituée en empire, ça veut dire à peu près au IIIe siècle avant notre ère, IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un empire chinois. Et à partir de ce moment-là, jusqu'au XVIIIe siècle, la Chine, c'était déjà la première puissance démographique, c'est là où il y avait le pays où il y avait le plus de monde, c'était la première puissance militaire, c'était la première puissance commerciale, c'est-à-dire que la Chine inondait le monde depuis très longtemps avec les grands produits chinois qui étaient les grands produits qui ont fait la richesse de la Chine, c'est le thé, c'est les porcelaines et c'est la soie. C'est ça qui a fait la richesse de la Chine. Et puis la Chine, c'était la grande puissance technologique mondiale. C'est-à-dire que la plupart des grandes inventions, les grandes inventions avant le Moyen-Âge, c'est des choses qui avaient été inventées par la Chine. La poudre à canon, c'est une invention chinoise. L'imprimerie, ça a été réinventé en Europe par Gutenberg, mais c'était d'abord une invention chinoise. La boussole, c'est une invention chinoise. Bon, voilà. Donc les Chinois, eux, ils ont tous dans l'idée, on a toujours été la première puissance mondiale. On redevient aujourd'hui la première puissance mondiale, c'est normal, c'est notre rôle historique. Donc faut le savoir, ça faut apprendre l'histoire. Ça me paraît très important. Alors, il faut le savoir, on est d'accord, ça éclaire la situation ou certaines situations dans le monde aujourd'hui, mais on en fait quoi? Une fois qu'on sait ça, ça nous sert à quoi? Déjà, de voir, là je pense qu'il y a eu une période d'impérialisme européen, ça c'est clair, on est dans un pays qui a été colonisé, c'est une évidence. Et je pense que le colonisateur de demain, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'ils sont en train, ils vont essayer de dominer l'Afrique, etc. Et donc, il faut se protéger contre ça. Je le pense sincèrement, sans aucune acrimonie contre les Chinois eux-mêmes, pas contre les individus, bien sûr. Mais le régime chinois, c'est un régime hyper nationaliste. C'est un régime qui veut avoir son expansion mondiale. Et donc, il faut apprendre leur histoire pour apprendre à se protéger contre le fait qu'ils veulent tous nous manger. Ça, c'est sûr. Ça y est, vous avez tous peur de la Chine? Ok. C'est vrai. Se nourrir de ça pour construire des citoyens finalement conscients de voir où sont les c'est vrai pour la philosophie aussi. Et de voir où sont les menaces, les périls, etc. On n'est pas dans un monde de bisounours où tout va bien et que tout va bien jusqu'à la fin des temps, quoi. L'histoire, ça va toujours avec la géo. Pardon. Oui. Ça, la géographie, c'était une de vos parties, Vincent. Oui. Tout à fait. C'était la possibilité de faire le tour du monde à peu de frais. Moi, j'y suis allé par continent, et puis voilà. Avec l'ambition de quoi finalement? De donner à chacun les notions de base pour savoir où sont les continents, les principaux pays, les principales villes. Ouais, c'était assez simple à faire cette chose-là. Et puis je voulais l'émailler avec des cartes parce que c'est bien de se perdre dans les cartes. Et puis aussi sur un petit peu de notion de cartographie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en est arrivé à représenter le monde. Tel que pendant très longtemps on l'a accepté, c'est-à-dire depuis Mercator, depuis le XVIe siècle, avec une projection qui nous a donné une représentation du monde, et puis comment cette représentation n'est qu'une des représentations possibles. C'est-à-dire qu'on peut utiliser d'autres projections, on peut se dire, tiens, on va centrer le monde sur... le Pacifique, par exemple. Sur le Pacifique, au hasard. Et puis voilà, on va voir le monde différemment. On est peut-être, alors en liant histoire et géographie, les planisphères étaient centrés sur l'Europe, ils le sont toujours.
on arrive aujourd'hui à en trouver centrés sur l'Océanie et sur une autre partie du monde. Oui, Ça évolue avec l'histoire, heureusement. Tant mieux, parce que quand on voit un planisphère, le planisphère traditionnel, je sais pas lesquels vous avez dans vos salles de classe, mais le planisphère traditionnel, comme il est centré sur l'Europe, il divise le Pacifique en deux. C'est-à-dire que vous regardez la carte, et puis du côté gauche, là, il y a l'Amérique du Sud, puis là, il y a la Polynésie, et puis pour trouver la Nouvelle-Calédonie, il faut aller de l'autre côté. Comme si, ça veut dire, quand on voit ça, on a l'impression que la Polynésie, c'est le coin le plus loin de la Nouvelle-Calédonie, alors que tout ça, si on le centre sur le Pacifique, on voit que c'est le même univers, même si c'est très loin, évidemment, il y a des grandes distances, mais on voit les choses autrement. Et alors de la même manière que chaque domaine peut être sympathique, peut être amusant, la géographie, ça peut être sympa, ça peut être amusant, ça peut être loin d'être hermétique. Ouais, simplement, moi, ce qui m'a fasciné en le faisant, c'est que je ne connais pas grand-chose. C'est-à-dire, je crois croire connaître des choses pour chaque continent, et en même temps, le nom de chaque fleuve, le nom de chaque capitale, comment dire, soit on en fait un jeu et on s'amuse à les retenir, soit on les redécouvre à chaque fois. C'est pour ça que dans ma cuisine, j'ai le planisphère, et que régulièrement je mets à jour mes connaissances. J'ai l'impression qu'il y a ça qui est fascinant dans la géographie, c'est que c'est une matière qui nous dépasse constamment. Et voilà, on est petit et on peut toujours trouver du nouveau à apprendre. Voilà, on essaie de se situer dans le monde. Ça pourrait être une des définitions. Ouais. Après l'histoire et la géographie, parlons du précis d'économie. Aïe, aïe, aïe. Bah, évidemment, l'économie, ça paraît austère, mais là aussi, on est tous confrontés à l'économie, parce que ici, on est à côté d'une mine de nickel et d'une usine de nickel. Il faut avoir des notions d'économie pour comprendre que l'économie, que si le cours du nickel il monte ou il baisse, c'est ça qui va faire qu'il y aura plus d'emplois ou moins d'emplois. Donc ça rejaillit sur la vie de tout le monde, et donc tout le monde doit avoir des notions de base d'économie pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et ça peut être intéressant, il peut y avoir des choses anecdotiques ou d'expliquer des phénomènes. Par exemple, on a fait dans l'économie, on a fait un petit passage qui est l'économie expliquée par les grandes crises économiques. Alors, les crises économiques, à vivre, c'est atroce, ça c'est sûr, parce que ça fait des catastrophes, etc. Mais à étudier, ça peut être intéressant. Par exemple, on dit que le premier boom économique, la première crise inflationniste où les prix montent très fort, etc., et tout le monde devient fou, et puis à un moment ça s'effondre, c'était sur la tulipe de Hollande. C'est étonnant cette chose-là. Alors, parce que la tulipe de Hollande, c'est quoi ? En Hollande, on est au XVIIe siècle, et il y a des jardiniers, un ambassadeur qui ramène les premiers bulbes de tulipes. Vous connaissez la fleur, la tulipe. Ils ramènent les premiers bulbes de tulipes et qui viennent de l'Empire ottoman, qui viennent d'Istanbul, qui viennent de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Ils les ramènent en Hollande, et les Hollandais deviennent fous de cette fleur-là. Ils trouvent ça absolument, absolument merveilleux. Donc ils veulent acheter ils veulent acheter des oignons, des bulbes de tulipes. Et cette chose-là, ça permet la spéculation. C'est quoi la spéculation ? La spéculation, ça veut dire, j'achète quelque chose, je le garde un peu et je vais le revendre très cher. Je vais faire monter le prix pendant ce temps-là. Et ça marche très fort, parce que quand j'achète mes bulbes de tulipes, je commande mes bulbes de tulipes, mais je ne sais pas les fleurs qu'il y aura. Donc il y a un temps entre le moment où ça donne une fleur et le produit que j'achète. Et les Hollandais sont devenus tellement fous de ce truc-là qu'on dit, par exemple, qu'à un moment, il y a des bulbes de tulipes qui étaient tellement chers que ça coûtait plus cher qu'une toile de Rembrandt, qui était le grand peintre hollandais de l'époque. Maintenant, les toiles de Rembrandt, ça vaut des milliards. Et bien, à l'époque, un bulbe de tulipe, ça valait tellement cher, les gens étaient tellement fous. Pourquoi ? Parce que c'est comme une folie collective. C'est mais lui il a acheté un bulbe de tulipes, il paraît que ça va donner des tulipes noires, c'est extraordinaire, donc je vais l'acheter 1000. Ah oui, mais s'il l'achète 1000, moi je vais l'acheter 2000, 3000, 4000, 5000, et ça monte, et c'est ça qui fait ce qu'on appelle une bulle économique. Une bulle économique, et la bulle économique c'est quoi ? Ça monte, et puis à un moment il y a un type qui dit, mais ils sont malades, ils ont acheté 20 000 pour un oignon de tulipes, ça va pas, mais moi je vais tout revendre tout de suite. Et donc la panique va dans l'autre sens, c'est-à-dire, mais il y a Cornelius qui a vendu ses bulbes de tulipes.
Donc, moi, je vais les vendre aussi, etc. Et là, 20 000, nanana, et le type, il a acheté à 20 000 et il revend à 1000, donc il est ruiné. Et bien, cette chose-là, c'est très connu. On appelle ça le boom de la tulipe de Hollande, la crise de la tulipe de Hollande. Et cette chose-là qui a porté et qui a ruiné quelques marchands à Amsterdam, ce qui n'est pas très grave, c'est exactement la même chose qui s'est passée dans la plus grande crise économique qu'il y a eu, qui était la crise de 1929. La crise de 1929, vous avez appris ça à l'école, aux États-Unis, le crack de Wall Street. En 1929, c'est la même chose qui s'est passée. C'est que il y avait une folie qui faisait que les actions montaient. Et à un moment, il y a un type qui dit mais elles sont tellement haut, moi je vais vendre. Et bing, tout s'est effondré. Et le monde entier s'est trouvé par terre à cause du crack de Wall Street de 1929. Et la crise des subprimes, c'est le même principe? Et la crise des subprimes, c'est un peu le même principe. La dernière grande crise qu'on a vécue dans le monde, c'est la crise des subprimes de 2008. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On dit la crise de subprime. Qu'est-ce que ça veut dire subprime? En anglais ou en anglo-américain, un client prime, c'est un client super. C'est le type que le banquier adore. C'est par exemple, les deux sont fonctionnaires, donc il y a toujours un salaire qui va en venue, ils sont très bien payés, etc. Ça, c'est des clients prime. Nous, en France, on dirait des clients, comment dire, des clients premiers ou des clients premium, voilà, ou des clients, c'est le top, voilà. Et le subprime, c'est celui qui est en dessous du prime, c'est-à-dire que c'est le client un petit peu, il faut faire attention. Donc c'est un peu ils ont divorcé, il n'y a plus qu'un salaire et puis en fait lui il a un salaire mais il n'a pas tout à fait de salaire parce qu'il n'a pas de CDI, il a un CDD, etc. C'est la vie normale de la classe moyenne. Oui, de la classe moyenne, mais quand on est banquier, il y a des petits trucs qui disent voilà, fais attention. Bon, et là à ce moment-là aux États-Unis dans les années 2001 à 2007, il y a eu un boom immobilier. Il y avait plein de gens qui achetaient des maisons, et tous les banquiers pour fourguer leur maison, ils leur donnaient des prêts immobiliers. Mais achetez la maison, il n'y a aucun problème. Donc les agents immobiliers et les banquiers américains, ils vendaient des prêts aux gens parce que ça rapporte de l'argent. Donc on allait voir le banquier en disant je vais acheter une maison à $100 000 ou à $200 000. Et le banquier disait mais il n'y a aucun problème, je vous prête. Il prêtait même plus. Je vais vous prêter $250 000. Ça vous pourrez aussi acheter le piano, les meubles, etc. Et il prêtait y compris aux clients subprime, c'est-à-dire aux clients qui d'un point de vue banquier sont des clients douteux. Celui on sait qu'il ne va pas rembourser. Mais c'était une folie et on prêtait à tout le monde, etc. Et puis sauf qu'il y a un moment. Il y a un de ces ménages qui était endetté, qui n'arrivait plus à rembourser, donc ils disent je vais obligé de vendre la maison parce que je ne peux plus rembourser le truc, donc ils vendent la maison, mais sauf qu'il n'y en a pas un, il y en a 100, il n'y en a pas 100, il y en a 1000, il n'y en a pas 1000, il y a 10 000. À partir du moment où vous avez 10 000 personnes qui vendent en même temps les maisons, ça veut dire que les maisons elles ne valent plus rien, tout s'effondre, puisqu'il y a tellement de maisons à vendre que les maisons ne valent plus rien. Donc les gens ne peuvent plus rembourser leurs dettes, donc ça devient une catastrophe économique, et cette crise des subprimes, ça a créé une crise mondiale parce que en 2007-2008, tous les banquiers américains ils se sont rendus compte qu'ils avaient prêté à des gens à qui ils n'auraient jamais dû prêter, que ces gens ne pouvaient plus rembourser, que ces gens avaient des maisons mais les maisons ne valaient plus rien. Donc les banques sont un peu ruinées et toutes les banques sont un peu ruinées. Et quand les banques sont ruinées, le monde entier est ruiné et on a failli tous y passer avec ce truc-là. À cause d'une bulle immobilière. Oui, à cause d'une bulle immobilière, après la bulle des tulipes au XVIIe siècle. Donc, c'est la même chose, c'est toujours le même principe. Ouais, c'est toujours le même principe. On n'apprend jamais. Parce que la cupidité humaine est telle que les gens veulent toujours plus et plus et plus. Et donc, si le type a acheté un truc à 1000, moi je vais l'acheter à 2000 et à 3000, etc. Puis après, à un moment, ça s'effondre. C'est toujours le même système. C'est un des systèmes de psychose collective. C'est des systèmes délirants, en fait. C'est bien l'économie. Les sciences. Ça, c'est Vincent. Question de science. Et il y en a des questions dans la science. Ouais, bon, première question. C'est quoi la différence entre une invention et une découverte? Vous savez ça? Une invention, une découverte. Moi, je dirais qu'on découvre quelque chose qui existait déjà et qu'une invention, c'est quelque chose qu'on crée ou qu'on expérimente et qui nous permet de décréter qu'on a inventé cette chose-là. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que c'est très très ancien, ça nous caractérise.
On peut dire que ça commence par le fait d'apprivoiser le feu. Le feu n'est pas une invention. Le fait de l'apprivoiser et d'en faire de l'éclairage, la lampe devient une invention, ouais. Même si c'est une invention progressive et on n'a pas réussi à déterminer exactement à quelle année ça s'est produit. Et la science se situe où? Au moment de l'invention? Ou c'est le cheminement? Bah oui. La science englobe les deux. Ouais, ouais. Quoi dire d'autre que c'est aussi une géographie et c'est aussi une histoire. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de faire l'histoire des inventions, de voir qu'on a progressé et qu'on l'a fait en se nourrissant des différentes inventions de par le monde. Par exemple, la médecine. Si je vous dis médecine, vous pensez au serment d'Hippocrate, j'imagine. Vous savez ce que c'est le serment d'Hippocrate? Non. C'est quoi le serment d'Hippocrate? C'est un ensemble de règles que le médecin, que le praticien s'engage à respecter. Et entre autres choses, il y a le respect de la personne en face de soi, le fait de ne pas divulguer les informations qui lui sont données. Et donc ces choses qui nous paraissent logiques et qui font partie de notre vie courante quand on va voir le médecin, remontent à l'Antiquité. Hippocrate, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu la possibilité de voyager et avant de. C'est un médecin grec. Alors, c'est un médecin grec qui est allé jusqu'à Alexandrie, qui s'est promené en Asie mineure et donc qui a ramené différents principes de traitement, la connaissance des herbes, la connaissance de l'anatomie. Et donc on est, je sais pas, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il y a un autre serment équivalent en Chine. Donc voilà, l'invention, elle doit être relativisée. C'est-à-dire que peut-être qu'à un autre endroit du monde, une chose a aussi été inventée. On ne sait pas toujours qui est le premier à avoir inventé les choses. Maintenant, on le sait un peu plus parce qu'il y a des liens entre les scientifiques de tous les pays. Et la question ne se pose plus de la même manière. Mais dans l'évolution des sciences, il y a ça. Il y a le fait que c'est une lente progression et que c'est le fait d'accumuler les connaissances. Et qui se nourrit de plein d'autres connaissances. Oui. Qu'est-ce qui fascine aujourd'hui le plus dans la science? Les sciences les plus avancées aujourd'hui, ou les plus... Ce qui fascine le plus les scientifiques ou ceux qu'on... donc il y a l'élite chez les étudiants. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par scientifique? Il y a les littéraires et les scientifiques. Tout le monde est attiré par l'astrophysique parce que voilà, ça pose des questions plus grandes que nous. Et il y a aussi la génétique qui est une discipline qui attire énormément d'élèves. Dans cet ouvrage, moi j'ai essayé d'être simple, c'est-à-dire qu'en astrophysique, je donne les grands enjeux scientifiques. En génétique, je donne le vocabulaire. Parce que on entend parler de génome, de gènes, d'ADN. On ne sait pas forcément, quand on n'est pas scientifique, situer exactement ce vocabulaire. Donc pour que ce soit plus clair pour quelqu'un qui n'a pas les notions, je me suis dit que le génome, donc le patrimoine génétique, on pouvait le comparer à une bibliothèque. Nous sommes dans une bibliothèque, ça c'est le génome. Donc la bibliothèque renferme notre patrimoine génétique. Elle est constituée de livres, donc on peut dire que ce sont des gènes.
Ouais. Que ces gènes eux-mêmes sont constitués d'une matière qu'on appellera l'ADN. Voilà. Donc l'ADN, c'est la matière, et le gène, c'est l'ensemble de bases nucléiques, c'est-à-dire d'informations génétiques. Voilà. Je ne sais pas si vous trouvez ça clair comme métaphore, mais c'est ce que je trouvais le plus simple pour, sans devenir généticien, avoir au moins un aperçu de ce que c'est que ce vocabulaire qu'on entend constamment. Sachant que la science ou les sciences, c'est sans doute l'un des domaines dans lesquels il est peut-être le plus compliqué de donner des bases sans entrer dans un vocabulaire complexe ou trop technique, ou ne serait-ce que nucléique ou ce genre de choses, tout le monde ne le maîtrise pas. Et oui. Alors là, on parle de génétique. Et c'est pour ça que quand on a découvert le boson de Higgs, les journalistes scientifiques avaient beaucoup de mal à expliquer, parce que expliquer... Rappelle ce que c'est, Vincent. Alors le boson de Higgs, du Vous nom... avez déjà entendu ce terme-là? Vous avez entendu le boson de Higgs? Non. C'est une des grandes découvertes du 21e siècle. Alors c'est une découverte, ça veut dire que ça existait auparavant, et le Higgs, alors j'ai plus son prénom, non, Monsieur Higgs avait déterminé son existence avant même qu'on puisse l'observer. Donc ça veut dire, c'est clair ça? Ça veut dire que... Non, mais t'as pas dit ce que c'était qu'un boson. Non, mais j'y viens. C'est-à-dire que par des équations, on pouvait déterminer le fait que parmi les particules élémentaires, c'est-à-dire ce qui est le niveau de matière indivisible, le plus petit élément qui existe, il y a aussi les quarks, par exemple, qui sont des particules élémentaires. Parmi ces particules élémentaires, il y avait le boson, qui était une particule qui existait. On ne l'avait pas vu, on n'avait pas pu mesurer sa présence, mais on considérait qu'elle devait exister. Et grâce aux accélérateurs de particules, à celui qui est situé dans le... Donc c'est une grosse machine qui est située en Suisse, on a réussi à détecter effectivement la présence de ce boson. Alors ensuite, la difficulté pour les journalistes scientifiques et pour les vulgarisateurs, c'était d'expliquer mais à quoi ça sert le boson. Et on peut dire deux choses. On peut dire que ce qui motive les astrophysiciens et les personnes qui se sont penchées sur cette question, c'est la question de l'origine de l'univers. Et donc le boson participe de ces éléments primordiaux. Et donc ça permet de comprendre comment a été composé, comment se compose l'univers. Et puis l'autre chose, c'est de comprendre les interactions entre les particules. Voilà. J'irai pas plus loin parce que... Vous trouvez ça fascinant ou pas? Ce côté des choses qu'on ne peut pas voir, mais qui a joué un rôle dans la création de l'univers. Ouais, non, bon. Moi, ça me fascine de savoir qu'on est traversé de particules, qu'on est composé de particules, qu'on est des poussières de l'univers. C'est vertigineux. Moi, j'ai juste une question, parce que vous avez parlé de la génétique. Et là, il y a un domaine qui vient de travailler dessus il n'y a pas très longtemps, et c'est l'épigénétique. Vous avez un peu une idée sur ce domaine-là, la biologie à peu près, juste pour avoir un peu des notions pour partir. Oui. Parce que l'épigénétique, c'est les phénomènes visibles liés à la... par exemple, si on fait une sélection naturelle, à mon sens, c'est ça l'épigénétique, c'est on peut regarder, on peut observer tel ou tel changement. Voilà, je ne comprends pas exactement la question. C'est une définition? Oui.
Alors, quand on fait de la recherche génétique, avant de manipuler les gènes, ou parallèlement à cette possibilité de manipulation, il y a le fait de voir que tel agencement de gènes crée une couleur, une forme. Et donc, pour modifier ou pour traiter des problèmes ou des fonctions liées à la génétique, il faut savoir quel gène fait quoi. Qu'est-ce qui, dans la chaîne, dans notre patrimoine génétique, fait qu'on a les cheveux frisés, les cheveux noirs, etc. Voilà. Et après, on va faire plus de recherches et puis on fera... pour aller plus loin dans les échanges très spécifiquement sur l'épigénétique. Sachant que, alors, il nous reste quasiment il nous reste presque plus de temps. On ne va pas forcément continuer dans tous les chapitres. Juste en quelques mots, c'est de la vulgarisation, de la simplification. Comment est-ce qu'on peut décrire cette démarche-là et même ce que vous venez de faire, Vincent, finalement, essayer d'expliquer au plus grand nombre, ne serait-ce que l'épigénétique ou l'astrophysique ou le boson de Higgs. C'est de la vulgarisation. Oui, c'est typiquement de la vulgarisation ou de la pédagogie. C'est d'essayer de dire, là, dans un ouvrage comme ça, on ne prétend pas épuiser un domaine, bien sûr. Hein. C'est juste donner les bases. Des spécialistes. C'est donner les choses de base pour comprendre. Quand on a commencé la petite conférence par la grammaire, si vous comprenez la grammaire, vous comprenez ce que c'est qu'un verbe, ce que c'est qu'un sujet, etc. C'est pas pour ça que vous serez Marcel Proust ou vous serez Victor Hugo. Mais Victor Hugo, il faut bien avoir les bases de la grammaire pour comprendre comment fonctionne la langue de Victor Hugo ou de Marcel Proust. C'est ça l'idée. Donc l'idée, c'est de donner le filet de protection de base, le bagage de base pour essayer de comprendre les domaines qui nous entourent. Et pourquoi cette démarche finalement à vous deux? Alors François, vous êtes journaliste, Vincent, vous êtes spécialiste de l'art et plutôt dans la critique d'art et dans l'histoire de l'art. Pourquoi cette démarche de pédagogie envers le grand public alors que c'est pas votre métier, vous n'êtes pas prof? Par exemple en art, il y a une chose qui me frappe, c'est la critique a priori qu'on peut faire d'une œuvre. Je ne sais pas si vous vous intéressez à l'art contemporain. Pour vous, c'est passionnant d'emblée ou c'est bizarre, c'est étonnant, Le premier mot qui vous vient, c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est personnel. Allez, disons bizarre pour aller dans un peu... disons bizarre ou n'importe quoi. C'est de la critique a priori, du jugement a priori. Ouais. Et voilà, pour côtoyer des artistes vivants, je sais que pour eux, c'est plutôt nécessaire, c'est plutôt un mode d'expression. Et en aucun cas, c'est un grand n'importe quoi, où il peut y avoir une volonté de subversion, de provocation, mais cette chose-là est toujours réfléchie. Il y a toujours c'est-à-dire qu'il y a une démarche artistique. Et ce qui me paraît intéressant, c'est donc pour répondre à la question de la vulgarisation, c'est de savoir que depuis l'Antiquité, on critique et on regarde les œuvres d'art, on cherche le beau pendant l'Antiquité. Pendant le Moyen-Âge, on cherche à faire la distinction entre les arts mécaniques et les arts libéraux, c'est-à-dire ce qui est d'une grande technicité et ce qui va montrer la liberté d'esprit des artistes. Avec la Renaissance, cette question de la liberté d'esprit des artistes devient fondamentale. Et puis on évolue comme ça avec des classifications, avec le champ des beaux-arts, la hiérarchie des arts qui devient donc très précise. Donc on a des sculpteurs qui sont spécialisés dans la sculpture animalière et qui ne feront pas de statut de personnes, etc.
Et puis, donc, pour continuer, au XXe, on a un renversement de cette chose-là, avec des artistes qui, donc c'est ce qu'on appelle l'art moderne, qui décident que on peut rompre avec cette hiérarchie qui a mis des siècles à s'édicter. Et on peut dire aussi que l'art contemporain, c'est dans la continuité de l'art moderne. Donc voilà, c'est pour dire que mon jugement face à l'art contemporain, c'est à la fois d'écouter les artistes qui produisent des choses, et puis d'essayer d'avoir cette perspective historique. C'est quoi les beaux-arts? C'est quoi la différence entre les beaux-arts et l'artisanat? Voilà, ces choses-là, en fait, on y réfléchit depuis des siècles. Donc, en m'intéressant à l'histoire de l'art ou en écoutant ce qu'ont voulu faire les artistes, je vais trouver des réponses. Donc, effectivement, c'est une démarche personnelle. Ouais. De vulgarisation, en tout cas pour l'art. Et François, alors un mot peut-être personnel, en tout cas vous l'avez déjà dit dans d'autres interviews, vous avez un héritage d'instituteur. Oui, tout à fait. C'est une autre manière de le faire finalement, de transmettre. Comment dire, vous êtes au lycée, donc vous êtes obligé d'apprendre. Donc vous pensez que c'est une corvée, parce que souvent, hein, alors qu'en fait c'est un plaisir d'apprendre. Mais bien sûr, vous allez voir après, quand vous aurez passé le lycée, dans la vie, vous allez continuer à apprendre des choses tout le temps. Et apprendre, c'est merveilleux. Un jour, vous allez vous dire, tiens, je vais me mettre à, je sais pas quoi, je vais faire un cours de peinture, ou je vais venir ici faire de la musique, etc. Ou de l'espagnol, voilà. Ben, vous allez apprendre, et c'est un plaisir d'apprendre. Donc moi, j'adore apprendre. Et vous le pensiez déjà à l'école ? À l'école, comme tout le monde, c'est un peu gâché par le fait qu'il y a des notes, des examens, etc. Donc ça gâche le truc. Là maintenant, je dis que j'apprends l'espagnol, mais il n'y a personne qui me note. Hein. Je fais des fautes et on s'en fout. C'est pas pour ça que je vais pas être collé samedi parce que j'ai fait une faute dans ma phrase espagnole. Bon. Mais apprendre, c'est un plaisir. Et donc moi, j'aime bien apprendre. Donc j'aime bien transmettre le fait d'avoir appris. C'est parce que c'est du plaisir. Jusque dans les ouvrages, puisque c'est l'objectif aussi. Voilà. Du coup, permettre d'apprendre de manière peut-être un peu plus ludique ou simple qu'à l'école. Le Petit Larousse de la culture générale, c'est donc écrit par François Reinhardt et Vincent Broquevielle. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à vous, merci. Bon on va commencer. Je vous remercie d'être tous là en cette soirée, après cette longue journée pour certains. Et on vient, Adrien et moi, vous présenter le fruit d'un long travail qu'a porté sur l'indigénat. On aimerait d'abord vous expliquer les conditions un peu de ce travail, et puis ensuite on vous donnera un éclairage sur le contenu. Alors ce travail, d'abord on voudrait insister sur le fait que c'est un travail collaboratif, un projet participatif entre nous deux depuis très longtemps. On est deux historiens spécialistes de la colonisation, et en particulier spécialiste de la colonisation dans ce pays, donc la colonisation française. Adrian est néo-zélandais, moi je suis française de métropole, on va dire. On a noué tous les deux une longue relation avec ce pays depuis les années 90. Donc on est des compagnons de route, on pourrait appeler ça, depuis un long moment. Et on a tous les deux travaillé de façon approfondie sur les archives, sur l'histoire de ce pays, sur sa population. On a noué aussi des amitiés profondes avec des gens d'ici, Kanaks et non Kanaks, qui nous accompagnent depuis ces longues années et pour lequel ce livre est d'abord dédié. C'est important. Alors on voulait aussi commencer ce propos en vous disant qu'on est fiers de cette collaboration transnationale, puisque nous sommes tous deux issus de deux mondes. Ce qui nous réunit peut-être, c'est que nous sommes tous les deux issus d'un monde européen, même si Adrien, ça fait un peu longtemps, je pense pas qu'il adhère à cette idée complètement, mais au fond, on est tous les deux les fruits et les descendants d'une Europe impériale qui a colonisé la planète de très nombreux pays au cours alors ça remonte à loin, on pourrait remonter au XVIe siècle, mais ce sur quoi on se concentre, c'est l'expansion coloniale, ce qu'on a appelé le deuxième empire colonial,
pour la France à partir de 1830 avec l'Algérie, et puis qui s'est étendu sur un certain nombre de territoires. Et l'Angleterre et la France étaient au coude à coude dans cette histoire d'expansion mondiale. Ça nous a amené à travailler en 2 langues, anglais et français. Adrien est un très bon francophone, je suis peut-être un moins bon anglophone, mais on a fait tous les deux un gros effort linguistique pour se retrouver sur des textes ensemble, en partageant l'ensemble de nos connaissances, l'ensemble de nos compétences, en compensant chacun les faiblesses de l'un par les forces de l'autre. On est heureux de cette collaboration, on est heureux de ce travail à 2 mains, ou à 4 voix, ou à 4 mains plutôt, exactement. Alors, ce livre est le fruit d'un long travail, vraiment un travail au long cours, parce qu'on a tous les deux rencontré cet objet indigénat au cours de nos recherches. Moi, j'ai commencé ma thèse en 89 en Australie, en réalité, où j'ai fait 1 an de préparation avant de venir en Nouvelle-Calédonie. Et donc, j'ai abordé la question par un angle particulier. J'ai un chemin sinueux, puisque j'ai commencé par l'étude des colons, des processus coloniaux, mais aussi, surtout, avec cette question récurrente, qu'est-ce qu'un colon ? Qui était une question centrale de ma thèse. Adrien, lui, a commencé sa thèse un peu plus tard, parce qu'il est un peu plus jeune que moi, en 98, et il s'est consacré, il a fait un travail très approfondi sur ce qu'on appelle la guerre de 17, c'est-à-dire la 2e insurrection importante qu'a connue le pays contre la colonisation française en 1917, après celle de 1878. Dans les 2 cas de ces travaux qui n'étaient pas consacrés à l'indigénat en tant que tel, on s'est, je dirais, heurté, cogné à cet objet et à ce dispositif de l'indigénat qui est un dispositif incontournable et essentiel de la politique indigène française, non seulement en Nouvelle-Calédonie, mais dans l'ensemble de l'Empire français. C'était un des piliers centraux que la France a mis en place dans les années 1830-1840 en Algérie, en démarrant dans ces années-là, pour installer ça dans l'ensemble des colonies françaises, à quelques exceptions notables. D'une part, ce qu'on appelle les anciennes colonies, c'est-à-dire les colonies héritées de l'esclavage, où on a donné aux anciens esclaves affranchis en 1848 la citoyenneté française, et à ce titre, qui ont échappé à l'indigénat, et avec un cas d'exception dans le Pacifique qui est Tahiti, et encore plus précisément les ressortissants du royaume de Pomaré, sur Tahiti même, l'île de Tahiti, l'île au vent, comme on dit là-bas, pour des raisons historiques, de lien avec les Anglais, une histoire un peu compliquée, qu'on a éclairée dans un des chapitres pour montrer les destins divergents de Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie, pourtant sur ces zones pacifiques et intégrées au territoire français colonisé. Alors le régime de l'indigénat, c'est un régime donc de dimension impériale qui a couvert l'ensemble des territoires à ces exceptions près. C'est un dispositif juridique répressif à l'encontre des indigènes français et de ceux, partiellement, qui étaient assimilés. Donc par exemple les Tonkinois et travailleurs sous contrat, donc Tonkinois et Javanais entre les 2 guerres. C'est une sorte de loi cadre, d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est un principe répressif généralisé qui se métamorphose par des règles particulières appliquées dans les territoires coloniaux. Donc, si vous voulez, vous avez un ensemble de principes, vous avez un fondement de principes qui est le même, mais le régime de l'indigénat a eu des histoires singulières lorsqu'il s'appliquait au territoire en fonction des contextes particuliers. Notre ouvrage avait un double enjeu, et d'ailleurs il a un double public. C'est ça qui rendait la chose un peu compliquée, qui a rendu le travail long en fait, et on ne s'y attendait pas. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à un tel chemin. Parce qu'on voulait d'abord rendre justice à une connaissance consacrée à ce dispositif juridique répressif qui fut un pilier de l'Empire français
et qui a eu pour fondement la mise en contradiction des principes fondamentaux du droit français acquis dès la Révolution. Donc c'est un régime juridique qui a, au fond, privé un certain nombre de gens inclus dans la nationalité française des droits français qui progressent au cours du XIXe siècle vers une démocratie française pour les citoyens. Donc le moment où la France démocratique étend progressivement les libertés publiques, les droits électoraux en 1848, puis les droits d'association, droits syndicaux, liberté de presse, etc., à la fin du XIXe siècle, pour constituer une communauté de citoyens, elle fabrique dans le même temps un dispositif juridique dérogatoire. Ça, je prends que moi j'ai appelé d'exception, mais les juristes ont du mal avec le mot exception, donc j'admets que on insiste sur le mot dérogatoire, c'est-à-dire dérogatoire au droit commun français, sur lequel on va pouvoir tisser des principes répressifs qui mettent à mal, en fait, nos principes fondamentaux en tant que démocratie. Donc au cœur de la démocratie française, au cœur de la nation française, il y a une sorte de trou noir qui a perduré très longtemps, puisqu'il a perduré jusqu'en 1946, à l'encontre des gens qu'on a inclus dans la souveraineté française, mais qu'on qualifiait d'indigènes. On avait cette idée en tête, mais on avait aussi l'idée qu'on voulait dépasser la question des textes juridiques qu'on aurait pu déployer sur l'Empire français. Ça peut être un projet d'ailleurs de faire un livre sur le dispositif juridique impérial d'un point de vue franco-centré, je dirais, et d'un point de vue très étatique. Donc voilà, donc on adresse cette question au fond fondamentale, comment une démocratie se construit tout en fabriquant ses propres dérogations à l'encontre d'une population que néanmoins elle intègre dans la nationalité française. Mais on voulait dépasser ce principe et s'attaquer aux pratiques de l'indigénat. C'est-à-dire vraiment étudier en quoi l'indigénat a pesé sur les gens qui l'ont subi, qu'est-ce que ça signifiait au plus près des réalités du terrain, dans les choses les plus précises, qu'est-ce que ça a représenté pour tous ces gens qui l'ont subi, et au-delà, comme l'ont montré les sociologues des années 50, il n'y a pas de colonisé sans colon. Il y a un couple presque que Ballandier qualifiait de presque infernal, colon-colonisé, c'est-à-dire que le colon fabrique le colonisé comme le colonisé fabrique le colon. Et l'indigénat participe à cette fabrication puisqu'il prive les uns de droits et de liberté et accorde aux autres une marge d'action, de pouvoir très élargie. Vous voyez que des possibilités d'action, en particulier des possibilités d'action répressive. On a voulu, dans ce livre, donc, faire une première partie sur les fondements, avec un régime de l'indigénat qui naît dans le creuset colonial de la guerre coloniale menée en Algérie, à partir précisément des années 1840, où la guerre se fait totale, comme disait Bugeaud, pour l'Algérie, qui fabrique une loi cadre en 1881 et qui, à ce moment-là, fabrique aussi un décret en Indochine, un mois avant en fait, la loi cadre, mais par des gens qui viennent d'Algérie vers la Cochinchine, c'est le sud du Vietnam, et transportent avec eux dans leurs valises le projet de l'indigénat. Ensuite, cet indigénat va rebondir avec ce décret pour les colonies, va rebondir vers la Nouvelle-Calédonie en 1887 et vers le Dahomey Sénégal en 1887 aussi, puis s'étend à l'ensemble des colonies françaises. On amène le lecteur, si vous voulez, on amène le lecteur de ce fondement algérien, on circule en Cochinchine, on s'arrête à Tahiti, puisque Tahiti, la France décide d'offrir aux gens issus du royaume de Pomaré la citoyenneté française en 1880, qui, rassurez-vous, ne va pas du tout être complète, mais néanmoins va enlever les gens de Tahiti de ce dispositif de l'indigénat. Ils auront une autre histoire, un autre devenir. Puis on amène le lecteur en Nouvelle-Calédonie et là on s'assoit pour vraiment
plonger en colonie, comme on a dit, c'est la deuxième partie de notre ouvrage, donc entrer dans les pratiques. Si on a choisi la Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment d'abord et avant tout parce que c'est notre terrain privilégié, c'est le terrain sur lequel on a tous les deux travaillé de façon le plus approfondie, qu'on connaissait bien parce qu'on avait une longue route, et surtout parce que la Nouvelle-Calédonie avait un corpus d'archives difficile d'accès, c'est-à-dire très très éparpillé et très fragmentaire, et ça j'ai pu le voir en comparant par exemple avec l'Algérie où il y a plus de restes. Et donc on voulait s'attaquer à ce terrain et essayer de le mener à bien au plus près du corpus qu'on avait d'archives, et qu'il fallait une connaissance assez approfondie du pays et des fonds d'archives pour arriver à constituer un peu un corpus cohérent de travail. Ça a été un long travail, un peu comme une meute de foin, et vous allez chercher les épingles dedans. On a aussi, on insiste, et on a aussi travaillé sur l'indigénat dans ce pays particulièrement, parce qu'on a l'idée et les preuves que l'indigénat a particulièrement pesé en Nouvelle-Calédonie. Donc il a été instauré en 87, s'appuyant surtout déjà sur des héritages ou des traces ou des premières choses qui s'installent dès les années 1850. Et que ce régime de l'indigénat s'est maintenu en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1946, avec même des effets avec une classe politique locale coloniale à l'époque qui résistait aux injonctions de la France d'abolir l'indigénat en 1945, donc portée par les idéaux de la résistance et la France de l'immédiate après-guerre, et avec une résistance ici où il s'agissait de maintenir l'indigénat éventuellement, ce qui n'a pas été possible, mais du coup un régime qui a pesé particulièrement et qui a englobé les indigènes, je dirais. C'est-à-dire que toutes les définitions ont été, les statuts juridiques, les réglementations étaient intégrées à l'indigénat, ce qui n'a pas été toujours le cas dans les autres colonies. Donc un régime particulièrement lourd, dont il fallait décrypter les réalités et les pesanteurs, et aussi parce que l'indigénat, ici, bien sûr, est révolu, mais a laissé des profonds effets d'héritage et reste un souvenir très fort chez les vieux en particulier, qui en parlent, qui s'y réfèrent, et parce que c'est un référent qu'on évoque encore dans les discours politiques, dans la mémoire, dans les débats publics, comme un référent structurant. C'est resté aussi dans la mémoire des Algériens, par exemple, mais dans des usages plus éloignés, je dirais. C'est-à-dire que la mémoire de l'indigénat est beaucoup moins forte parce qu'il s'est passé d'autres choses, et surtout parce qu'il y a eu des indépendances, et donc une histoire algérienne nationale. Par exemple, je prends le cas de l'Algérie, on pourrait prendre d'autres cas. Donc il nous a semblé que l'indigénat ici, il était extrêmement important, aussi dans les débats contemporains, de décrypter les enjeux de mémoire et les enjeux d'histoire qui sont portés par ce régime. Alors je reviens sur le sens de l'indigénat au sens le plus strict, puisque souvent la mémoire de l'indigénat, quand on interroge les anciens, c'est des mots-clés qui sortent. Capitation, prestation, réquisition, on en a même fait des chansons, hein. Le groupe Djema a utilisé dans des chansons ce genre de mots-clés. Interdiction de circuler, ça a beaucoup marqué les gens. Et quand on regarde ce qu'était l'indigénat, c'est un dispositif répressif qui était beaucoup plus précis d'une certaine manière, mais qui s'est diffusé. Je vais vous expliquer comment. Donc l'indigénat au sens strict organise une justice spéciale pour les indigènes et ceux qui leur sont assimilés, avec des délits et des peines tout à fait spécifiques qui ne s'appliquent qu'aux indigènes, sous la responsabilité du gouverneur ou du chef des affaires indigènes, avec, en Nouvelle-Calédonie, des gendarmes qui mènent les enquêtes et qui s'approprient les affaires. Donc ce qui est traité par l'indigénat est traité par une ligne administrative. C'est des gens qui relèvent de l'administration et non pas du tout par le judiciaire ou les juges. C'est une
une justice spéciale qui est appliquée à ces indigènes et qui ne s'embarrasse pas de ce qu'on appelait au XIXe siècle les subtilités de la justice française, c'est-à-dire pas d'avocat, pas de débat contradictoire, pas de débat public, pas de garantie, etc. Tout ce que le monde français a fabriqué pour garantir les droits de l'individu. Donc on s'en extrait et les enquêtes remontent par des gendarmes et les affaires sont traitées dans le huis clos des bureaux du chef des affaires indigènes ou du gouverneur. Donc des hommes, car c'était des hommes, décrètent, définissent des délits et décrètent des peines. Il y avait 2 registres d'implication. Le premier registre, c'était ce qu'on appelait un registre de haute police, c'est-à-dire pour des faits jugés très graves d'atteinte à la souveraineté française, c'était le gouverneur qui infligeait des peines tout à fait spécifiques. Internement administratif, ce qu'on a appelé l'internement administratif. Donc ça recouvre assignation à résidence, exil, emprisonnement. Jusqu'à 1907, le gouverneur pouvait décider d'enfermer sans terme, donc de mettre en prison des gens, sans procès, sans rien. Donc vous enfermez des gens, et il n'y avait même pas de limite de temps. Après 1907, on a un peu limité les choses à 10 ans, ce qui était déjà énorme. Le gouverneur pouvait aussi appliquer l'amende collective. Or, l'amende collective, c'est une amende qui s'exerce contre des villages, contre des groupes. C'est complètement contraire au principe acquis par la Révolution, un principe absolument fondamental que seul celui qui a fait le délit est condamné. C'est un principe d'arbitraire qui renvoie à des images d'anciens régimes pour les révolutionnaires, c'est-à-dire on va attaquer des groupes pour des faits avérés pour une seule personne. Bon, ça Donc il y avait l'amende collective et la troisième dimension de peine lourde, c'était les séquestres de biens et surtout de terres. En colonie, c'était ça. Et les séquestres de terres, c'était dans l'héritage, si vous voulez, c'est un héritage des guerres, normalement. C'est des mesures de guerre contre des vaincus. Mais ça n'est pas des mesures d'une justice régulière en temps de paix. Et d'ailleurs, on disait au XIXe siècle que l'indigénat, c'était une façon de continuer la guerre dans la paix. C'est-à-dire on maintient une sorte de répression extrêmement forte et haute, alors qu'on est en pacification, on est, entre guillemets, c'est comme ça qu'on appelait ça, c'est-à-dire on est derrière les guerres coloniales et le front colonial, si vous voulez. On est supposé être dans un monde régularisé. Il y avait aussi une dimension d'atteinte de proximité, très proche, d'une vie quotidienne. Là, c'était des listes d'infractions, on appelait ça les infractions spéciales. D'ailleurs, les pouvoirs du gouverneur s'appelaient les pouvoirs spéciaux, c'est comme ça qu'on écrivait. Donc ces listes d'infractions déclinaient un certain nombre de délits que seuls pouvaient connaître les indigènes. Les citoyens colons, leurs voisins, ça n'avait pas de sens. Eux étaient soumis au code pénal, d'ailleurs les indigènes aussi. Donc c'était des délits qui étaient normalement hors code pénal, qui étaient supposés autres. Et on faisait des listes, on dressait comme ça des listes d'infractions avec des obligations ou des interdictions dans des niveaux d'une sorte de police de proximité, avec des peines qu'on tentait de limiter. Là, il y a eu une sorte de volonté de limiter ces peines parce que c'était des subalternes de l'administration qui les plaçaient. Donc c'était 100 francs d'amende ou 15 jours de prison, sachant que ces peines étaient cumulables. Donc la Nouvelle-Calédonie a eu 11 délits définis en 1887. Le chiffre monte à 27 en 1915, à 21 en 1928, 22 en 1931, 23 en 1945. Ce dont il faut se souvenir, c'est que ce nombre d'infractions en Nouvelle-Calédonie reste très élevé tout au long de la période coloniale et reste très élevé en comparaison des autres territoires coloniaux, y compris l'Afrique noire, l'AOF ou l'AEF. Pour vous donner un exemple de type d'infraction que vous pouviez trouver en 1915, vous aviez refus de payer les impôts, amende,
déclaration volontaire ou inexacte du nombre d'habitants soumis à l'impôt, défaut de se présenter au service des affaires indigènes, absence de la circonscription sans justifier d'un engagement ou d'un contrat de travail, l'entrée ou la circulation sur une propriété privée, une propriété européenne, ou sur les terres du domaine, louées à des particuliers, l'entrée dans les cabarets ou débits de boissons, troubler l'ordre dans les rues de la ville de Nouméa ou les centres de l'intérieur, troubler l'ordre dans les tribus, troubler l'ordre dans les chantiers, évidemment. Il y avait aussi l'obligation de s'habiller lorsqu'on s'approchait des centres européens, puisque les Kanaks étaient en bagaillou, et donc, enfin, les plus anciens en tous les cas, parce que cette image qu'on a mise en premier montre que l'habillement kanak a énormément évolué au cours de la période. On a fini par mettre le manou et puis des pantalons, etc. Mais c'est donc une police, si vous voulez, de contrôle permanent. Et évidemment, fondamentalement, c'est le respect à la puissance colonisatrice, c'est-à-dire respecter les réquisitions, les ordres de travail forcé, d'engagement au travail, etc. Mais aussi, ça pouvait être extrêmement arbitraire, puisque c'était un coup d'œil mal placé ou un geste qui pouvait paraître arrogant, ou selon le dire du gendarme, etc. Donc c'était une manière de contrôler les gens au plus près, dans n'importe quelle circonstance, les gens devant marquer leur allégeance à la puissance colonisatrice, incarnée par évidemment le gouverneur, mais jusqu'au gendarme, voire le colon, car quand on manquait de respect, ça pouvait être attaqué, le colon allait se plaindre. L'indigénat a été installé en Nouvelle-Calédonie par un gouverneur Nouette qui venait de la Cochinchine en 1887, sous prétexte, disait-il, de rapprocher les indigènes de l'administration et de mieux les contrôler. Il faut noter que l'installation de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie ne correspond pas à une période de guerre qui aurait, si vous voulez, du point de vue de la puissance occupante, nécessité des règles répressives particulières. On est en 1887. Le pays est supposé pacifié, donc évidemment la souffrance, la douleur et là elles sont là dans les tribus et les gens regardent ce qui se passe et subissent ce qui se passe, mais on est dans une période où la répression de 1878, qui a été extrêmement violente, est encore dans toutes les mémoires. Donc les groupes kanaks ont appris à leurs dépens la puissance de guerre de la nation française. Alors, le régime de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, et ce qui fait l'originalité aussi de ce dispositif répressif de dimension impériale, c'est qu'il prend une forme particulière parce qu'il énonce d'emblée, dans le premier décret qui est sorti en 1887, qu'il s'agira de délimiter les terres des tribus, de nommer les groupes, ces tribus qu'on crée de toutes pièces, et de définir les chefs kanaks, c'est-à-dire de les nommer et de définir leur pouvoir. Le régime de l'indigénat, en fait, vient consolider, encliquer, encadrer un processus de ségrégation spatiale et de refoulement spatial qui, lui, puise dans une autre histoire, celle du cantonnement, qui vient, en fait, originellement d'Algérie, mais qui a été abandonné en route en Algérie et qui, en Nouvelle-Calédonie, a poursuivi sa route jusqu'à la création de réserves indigènes, ce qui est une exception française dans l'Empire français, puisque les Français considéraient la création de réserves indigènes comme un modèle importé, fait par les Anglais, en particulier aux États-Unis, et complètement condamnable sur le fait que la France se targuait d'être une puissance apportant la lumière, et les Lumières en particulier, et les principes de la Révolution. Mais en Nouvelle-Calédonie, de fait, c'est venu se mettre sur ce principe-là. Du coup, le régime de l'indigénat contribue, si vous voulez, à enfermer les groupes et à séparer les populations, à réguler les populations, comme on va le voir avec ce que expliquera Adriane. Et il
il participe, si vous voulez, à l'interdiction de circulation, il renforce, c'est l'outil essentiel, le levier de répression pour interdire aux gens de se déplacer librement, pour les interdire de fréquenter certains lieux, comme les cabarets, les lieux de sociabilité européenne, pour les interdire de traverser, de rendre les lieux européens inviolables, si vous voulez. Donc, pour aller chercher de l'eau, il fallait faire 4 km parce que vous ne pouviez pas traverser la propriété du voisin. Et évidemment, c'est un levier économique fondamental puisqu'il permet de lever la main-d'œuvre, c'est-à-dire mettre les Kanaks au travail par une multitude d'obligations, de réquisitions, d'engagement de travail, d'aller travailler chez le colon et ramasser le café, etc., etc. Donc des incitations, et il permet aussi de lever l'impôt, enfin il est le levier, il est l'outil répressif pour la levée d'impôts, c'est-à-dire d'obliger les gens à payer la capitation. Et pour obliger les gens à payer la capitation, il fallait qu'ils gagnent de l'argent, donc c'est un cercle vicieux, si vous voulez, ou vertueux selon les colonisateurs. C'est-à-dire ça devient un système un peu total, presque pour encadrer la population. Voilà, donc je passe la parole à Adriane, juste en rappelant qu'on a voulu non seulement informer de façon approfondie, et ça n'a jamais été fait, si vous voulez, c'est un livre qui s'adresse aussi aux Français, à l'histoire française, au sens où on manquait d'une synthèse un peu approfondie sur les origines, les jeunesses de l'indigénat dans l'Empire français, avec une question, comme je vous l'ai dit, qui s'adresse à la nation française, c'est-à-dire comment une nation fabrique dans le même temps des processus démocratiques et les étangs, et dans le même temps fabrique un régime dérogatoire pour quand même pas mal de millions d'habitants, enfin pas mal de millions de gens. Et dans un autre sens, c'était rentrer en colonie, plonger dans les vallées les plus reculées de ce petit territoire pour analyser ce que ça a pu donner et le souvenir, enfin l'impact que ça fait encore aujourd'hui. Je conclurai avant de passer la parole à Adrienne que on tenait tous les deux à ce que ce livre soit édité par un éditeur français de la place française et non pas par des éditeurs spécialisés sur le Pacifique. Parce que précisément ce régime de l'indigénat qu'on étudie ici en Nouvelle-Calédonie interpelle le cœur de la nation française. Merci. OK. Donc, comme Isabelle vient de le dire, l'objectif de ce livre est de documenter les pratiques de l'indigénat au plus près et d'analyser c'est très important pour les historiens, analyser l'évolution du régime dans le temps. C'est-à-dire de l'analyser non seulement tel qu'il a été figé dans la mémoire, sur la base de ce qu'il était devenu à la fin, en 1946, mais en fonction de ses évolutions depuis 1887. Donc la décennie de 1887 à 1900 est la période de la première installation sous la main des administrateurs civils d'abord, les chefs d'arrondissement. Ici à Koné, nous sommes dans l'ancien 4e arrondissement qui était étendu entre Tuo, Yingen, Koné et Vaud. La grande préoccupation de cette époque est le désir de contrôler plus étroitement les rapports entre les diverses populations, les Kanaks, les colons libres, les libérés du bagne et les travailleurs engagés. Rappelons la population en 1887, c'est environ 60 000 personnes, dont 10 000 pénales, 9 000 libres, 2 000 engagés, c'est-à-dire travailleurs, et 40 000 Kanaks. Le fait que la Calédonie a été un pays de colonisation pénale et libre a formaté l'indigénat dans une manière particulière. Les pratiques du bagne ont laissé leur trace dans les pratiques de l'indigénat, notamment la tradition des primes de capture
payés pour les évader, ou la multiplication des lieux d'emprisonnement sur le territoire. Et donc, Isabelle va lire de la page 295. Alors, dans un carnet retrouvé et publié par Raymond Lénart, Wayagorodé, l'un des informateurs les plus précieux de Maurice Lénart, ancien élève de Doneva et nata protestant, écrivait, au début du siècle, donc, il écrivait « Pendant les années qui ont précédé l'arrivée de Missy Maurice Lénart, il y avait tout autour du pays de Calédonie des camps militaires et des prisons, comme à Touo, Ouagap, Ponériouin, Wailou, Canala, etc. Pour voler leur séjour, il veut dire leur terre, il fallait faire obéir les chefs et leurs sujets lorsqu'ils ne voulaient pas se courber devant le blanc. Les prisons étaient remplies de Kanaks, un moyen pour intimider le peuple kanak, un sale procédé. » Donc, la fin de cette première période vers 1900 est marquée aussi par la fin des administrateurs civils jugés trop coûteux par l'administration et le transfert à la gendarmerie coloniale de la responsabilité quotidienne pour les affaires indigènes et l'établissement d'une hiérarchie de grands chefs et petits chefs responsables du maintien de l'ordre. Dans cette nouvelle hiérarchie, sous les gendarmes, les chefs, autrefois perçus comme des alliés ou des ennemis, sont de plus en plus traités comme subordonnés des rouages. Et quand on regarde les internements dans la première décennie du XXe siècle, on voit que presque un cinquième des gens internés sont les chefs, les petits chefs et les grands chefs. C'est entre 1900 et 1920 que la plupart des réserves sont créées et les populations déplacées et sommées de les rejoindre. C'est aussi le moment au cours duquel l'impôt de capitation, une taxe personnelle payée seulement par les hommes kanaks, est pérennisé. Dans cette période, la violence arbitraire du système bat son plein, et ceci est fortement dénoncé par les inspecteurs coloniaux en 1902, en 1907, en 1912 et encore en 1918. Cette période est vraiment le moment clé de la colonisation, au cours duquel le système administratif est imposé et au cours duquel se multiplient les signes de contestation contre sa mise en place, surtout contre l'impôt de capitation. Se multiplient aussi les tensions et rivalités ou dénonciations entre chefs vis-à-vis de l'administration coloniale dans le jeu complexe des rapports de force locaux. La stabilité du système n'est véritablement consolidée ou établie qu'après les guerres de 14 à 18 et la guerre de 1917 ici. Et c'est la région de Koné où nous nous retrouvons ce soir, qui est un bel exemple d'une région dans laquelle la période de l'après-guerre marque le moment où tous les groupes kanaks sont obligés de rejoindre les réserves. Le régime de l'indigénat oblige les gens à résider dans les réserves qui sont interdites aux Européens et instaure des contrôles de circulation avec l'interdiction de quitter le district sans autorisation. Le système cherche à réguler les relations entre communautés et à séparer les espaces de résidence. Donc, entre Koné, Point But, Koniembo, Bako, Chiawe, dans cette région, les frontières entre colons libres, pénals, kanaks, travailleurs engagés sont très proches. Et c'est l'indigénat qui aide à construire un mur ou plusieurs murs invisibles qui séparent les populations vivant et travaillant en proximité. On peut même dire que Koné, où nous sommes ce soir, le village est construit en quelque sorte par l'indigénat. Ça fait partie de l'héritage. Donc, dans l'entre-deux-guerres et les années de la Deuxième Guerre mondiale, on voit une
intensification du régime, marquée par la mobilisation massive de travailleurs kanaks. Non seulement l'indigénat a aidé à contrôler les Kanaks et à réglementer les travailleurs immigrés, mais il a soutenu les demandes croissantes pour la main-d'œuvre. Et nous montrons dans le livre que l'administration a réussi de mettre au travail entre 40 et 70% des hommes kanaks dits aptes au travail dans les années 1920 à 1940. Entre les deux guerres, l'exercice du pouvoir colonial en vertu des dispositions de l'indigénat était moins arbitraire qu'avant. Mais il devient beaucoup plus systématique et intensif. Par exemple, à partir de 1922, les réquisitions de la main-d'œuvre, ce qu'on appelle les travaux forcés, touchent systématiquement tous les hommes entre 18 et 22 ans pour une période de 12 mois. Et selon le montant des amendes payées chaque année, c'est en 1926, semble-t-il, que l'utilisation des infractions spéciales est le plus élevée et donc aussi la résistance le plus élevée aussi. Contrairement à ce qu'on croit souvent, les années 1930, avec la nouvelle politique indigène, n'a pas été une période d'adoucissement. Loin s'en faut. Les politiques de développement obligeant les Kanaks à mettre en valeur leurs réserves en plantant le café, les obligeant à construire des villages à la française, s'ajoutaient aux autres obligations dans cette période. L'instrument de pression derrière cette politique dite nouvelle sera le régime de l'indigénat, qui va obliger les Kanaks à obéir avec l'intrusion des gendarmes chargés de contrôler les cultures, les punitions pour les récalcitrants, la pression accrue pour aller donner la main aux colons. Parce que dans le même temps, les Kanaks doivent encore soutenir la colonisation, aller cueillir le café, améliorer les routes et assister dans la pose des télégraphes. Aujourd'hui, avec la distance dont on dispose, on voit toute l'ambiguïté de cette politique qui opère une assimilation à marche forcée et utilise le régime de l'indigénat comme moyen de contrainte et de sanction. C'est entre 1945 et 1947 que les textes principaux sur l'indigénat et avec eux les travaux forcés et les infractions spéciales sont abolis dans l'ensemble de l'Empire. Et comme ailleurs, les Kanaks deviennent citoyens de l'Union française. Mais non sans la résistance locale du côté des colons et du gouverneur lui-même, qui cherche à maintenir coûte que coûte le régime de l'indigénat en dépit des ordres venus de France pour l'abolir. Donc, dans l'après-indigénat, il faut souligner les continuités. Les effets accumulés de 60 ans de ce régime ne disparaissent pas tout d'un coup. Le service des affaires indigènes, les syndics, les chefs administratifs seront encore présents dans le paysage calédonien dans les années 1960, 70 et même après. Dans la décennie d'après-guerre, l'enjeu des autorités locales et des gendarmes, c'est encore de tenir les chefs pour mieux contrôler la population kanak. On cherche à renforcer, en fait, le rôle des chefs dans le maintien de l'ordre. Quand le service des affaires indigènes est réorganisé en 1954 pour la première fois depuis le 19e siècle, les gendarmes, dites les syndics, doivent poursuivre la surveillance qui fait partie de leur tâche normale. Les territoires restent divisés en districts et réserves sous l'autorité des grands chefs et des petits chefs. Les grands chefs restent responsables du maintien de l'ordre dans le district, tout comme les petits chefs dans leur tribu. Ils ont ordre de tenir l'administration des affaires autochtones au courant de tout ce qui se passe sur le territoire sous leur autorité. Enfin, les inégalités économiques structurelles perdurent encore avec la population kanak maintenue au plus bas de la hiérarchie en termes de ressources financières et d'aisance matérielle pour des décennies.
On se souvient de bas salaires, de l'absence d'électricité dans les tribus. On se souvient des radiers qui débordent, du manque de canalisation d'eau et d'autres choses. Peut durer aussi longtemps l'interdiction implicite à certains lieux publics, cafés interdits aux claquettes, propriétés européennes qu'il faut contourner, habitudes et comportements qu'il faut oublier. Donc voilà, on va conclure pour laisser ouvert le débat. Je pense que parmi vous ici, il y a des gens qui se souviennent de ces années 60-70 où pesait encore une sorte de logique, d'héritage, où les propriétés d'ailleurs étaient encore en place, donc les noms étaient encore en place, les grandes familles européennes, etc. On le sait dans la région, on me l'a raconté. J'ai le souvenir en 90 encore de ces histoires de café où il fallait arriver, où c'était pas interdit au Canac, mais si vous voulez, c'était interdit des formes de chaussures là qui n'étaient pas autorisées. Et je me souviens aussi, et je pense que ça témoigne aussi de ces choses, puisque du point de vue de quelqu'un qui vient de France, c'est tout à fait curieux, mais de gens engagés, enfin, qui faisaient des services militaires dans l'armée, et qui, dans les années 70 encore, l'armée faisait des tournées de tribus, si vous vous souvenez. Donc s'installer au milieu d'une tribu, mettait en place le cinéma, ça on s'en souvient, donc c'était l'aspect sympathique de l'affaire, mais évidemment derrière c'était l'armée s'installe au milieu de la tribu pour faire quoi? Pour renforcer le contrôle. D'un point de vue français de métropole, c'est un peu spécial car normalement l'armée ne s'installe pas au milieu des villages de chez nous pour surveiller et pour mettre du cinéma. Enfin, dis-moi, c'est pas tout à fait son rôle localement. Donc on voudrait ouvrir la discussion avec vous. On espère que ce livre peut apporter et nourrir le débat ici, peut apporter et nourrir le débat là-bas aussi. Il s'adresse d'abord et avant tout à la population kanak et à la population calédonienne dans son ensemble, pour rappeler cette histoire essentielle dans la constitution du pays, histoire essentielle qui paraît très importante d'éclairer, de préciser, afin d'établir les possibilités d'un débat plus apaisé, d'un rapport au passé plus apaisé, d'un passé qui peut se dépasser. Parce que le passé qui ne passe pas, c'est un passé qui n'est pas dit, sur lequel les mots ne sont pas posés. Je voudrais rappeler ici, j'ai toujours dit à mes étudiants quand j'étais ici et que j'enseignais, on n'est pas responsable des faits et gestes de nos grands-parents. On n'en est pas responsable. On est responsable en revanche du récit qu'on porte aux générations futures et à nos générations pour dire et pour parler. Ce livre est aussi dédié aux anciens colonisés, par-delà les Calédoniens, et avec ce rappel de ce régime au-delà. Et ce livre s'adresse à l'ensemble des citoyens français de métropole ou de résidents dans les territoires d'outre-mer, pour qu'on partage aussi avec vous, parce que si mes grands-parents n'ont pas eu l'idée de partir aux colonies, néanmoins, mes grands-parents faisaient partie aussi de ce monde impérial, et donc cette histoire est à soutenir ensemble et de façon partagée, avec chacun ses versions, avec une histoire qui n'est pas une version, on n'aura jamais une version de la colonisation, mais on a des versions qui doivent se partager et s'entendre pour mieux tendre des mains. La France a peut-être trop tendance à écrire un roman national où elle progresse. Ce roman national décrit une sorte de linéarité historique qui avancerait vers un pays démocratique avec des soubresauts, je vous l'entends, parce que la France est un pays qui se bat. Il y a eu certains soubresauts, la Commune, les révolutions successives, etc. Mais elle a trop tendance à oublier que dans ce récit national manquent des pans. Ces pans, ce n'est pas un chapitre final qu'on met en fin de course, là, les histoires de la colonisation. Il y aurait donc la grande histoire, puis la colonisation, puis les îles, alors là qu'on met en page 500-555. Là. Non, dans ce récit colonial, et de façon totalement imbriquée, il y a cette construction d'une France
qui est aussi une plus grande France, comme on disait, une France impériale, et qui a entraîné dans son sillage un certain nombre de gens avec lesquels on partage un héritage, avec lequel ça a créé aussi du lien, le lien pouvant être très conflictuel, hein, le conflit crée du lien aussi, et dont on est tous responsables aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. La première, d'abord, merci pour cet exposé, c'est très intéressant. La première question, c'est est-ce qu'à votre connaissance, les autres puissances impériales ont mis un même système en place, par exemple les Anglais avec les aborigènes en Australie ou les Maoris en Nouvelle-Zélande, etc. Est-ce que c'est comparable ou pas? Ça, c'est une chose. Puis la deuxième question qui n'a rien à voir, c'est est-ce que ce système de l'indigénat, ce régime de l'indigénat, il s'appliquait dans la colonie, mais est-ce que quand un indigène de la colonie venait en métropole, est-ce qu'il était soumis ou pas, ou quel statut il avait quand il était en métropole? C'était ces deux questions-là. Alors, la question des comparaisons est très intéressante et elle reste d'ailleurs à explorer et à construire. Bien sûr, les empires britanniques, les Américains sur leur propre territoire dans ce qu'on appelle le colonialisme interne, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Les Indiens. Vis-à-vis des Indiens, par exemple, oui. En Amérique latine aussi, etc. Bien sûr, tous ces... Si vous voulez, l'Europe partageait une palette d'outils, il n'y en avait pas 36 000, piochés dans cette palette d'outils, de l'outil répressif. Donc les interdictions de circulation, les obligations de travail, tous les empires coloniaux ont partagé ça. Ce qui fait peut-être une spécificité française, et ça correspond à notre centralisme jacobin, c'est qu'on fabrique un dispositif qui se discute au Parlement, parce qu'il y a une loi pour l'Algérie. Donc on discute ça au Parlement en tant que cette loi doit être discutée. Et d'ailleurs, le dispositif étant très contesté dès l'origine, parce que précisément, il contrevient de façon violente à certains de nos principes. Donc ce dispositif, même, à un certain moment, on oblige à ce qu'il y ait des enquêtes sur l'indigénat en Algérie. Donc ce dispositif est centralisé, il se diffuse par décret dans le reste des colonies, mais du coup il offre une sorte d'armature impériale. Et donc, comme je vous le disais, sa caractéristique, c'est de se métamorphoser dans son application, puisque les règles d'infraction spéciale étaient fabriquées localement par les gouverneurs qui appliquaient le dispositif, si vous voulez. Donc c'est un objet en métamorphose, je dirais. Mais il y a un principe structurant. Il me semble que dans l'Empire britannique, mais Adrienne, tu me le confirmes, il me semble qu'il n'y a pas ces armatures centralisées. Il y a des régulations territoire par territoire. L'Inde est gérée d'une certaine manière, etc. etc. Le cas des aborigènes est particulier parce que là, on est vraiment... non, enfin bon, j'insiste pas assez. Mais il y a évidemment toutes les modalités du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, sont mis en place. Ta deuxième question, c'était est-ce quelqu'un qui est soumis au statut d'indigène dans une colonie, est-ce que quand il vient en métropole, il y est soumis ou pas? Et quel statut il a quand il est en métropole? Alors, les Kanaks qui viennent travailler à Marseille. Tu soulèves une question tout à fait, parce que justement, non. Enfin, en principe, non. Alors, les Kanaks venant travailler, par exemple, dans le cours de la Première Guerre mondiale, on a importé des Kanaks pour... être derrière les lignes de front ou face en tant que combattant ou en tant qu'ouvrier, etc. La police française était vraiment très attachée à contrôler tous les indigènes qui étaient sur le territoire, Kanak ou non Kanak. Mais effectivement, le statut de l'indigénat au sens strict ne jouait pas, n'était pas organisé. En revanche, les services de renseignement, l'attention portée, l'encadrement militaire, etc., il y avait une manière de les contrôler parfaitement. Mais c'est vrai que les cas de gens qui sont extrêmement rares, qui échappent, il y a un cas, il me semble, d'un Kanak qui se marie en France, qui part en France et qui se trouve là et se pose ces questions juridiques qui arrivent devant des cours pour savoir quel statut il a, comment ça se passe, etc. Mais qui se comptent sur les doigts d'une main pour ce qui concerne les Kanaks. Et les sujets français,
Mais à partir d'un certain moment, il peut y avoir la naturalisation. Donc, Voilà, qui n'a été appliquée, enfin qui n'a été autorisée pour les Kanaks, cette naturalisation, qui était un mot impropre tiré du droit des étrangers d'ailleurs, qui, vous voyez, vous comprenez la distinction entre un citoyen français et un Français non citoyen, parce que les sujets de la colonisation française, c'était des Français non citoyens. On accédait à la citoyenneté française, on pouvait accéder via une naturalisation qui impliquait des enquêtes personnelles de bonne moralité française, de comportement, etc., qui avait été mis en Algérie en place en 1865, cette passerelle est extrêmement ténue, et qui n'atteindra la Nouvelle-Calédonie qu'en 1932-33, et qui ne sera, on n'a pas trouvé de gens qui soient passés, personne n'était au courant, quoi. C'est-à-dire quand le décret est passé en 1933, personne n'était véritablement au courant qu'on pouvait passer à la citoyenneté et qu'on pouvait faire cet effort. En Nouvelle-Calédonie, tellement le fossé, au fond, était grand entre, d'une certaine manière, cet accès-là était vu comme impossible. Mais pour donner un exemple dans le sens contraire, il y a un moment intéressant ici dans les années 30 où un administrateur se rend compte qu'il y a un groupe d'indigènes en Calédonie qui a échappé à l'indigénat. Et c'est les anciennes libérés du bagne qui en origine de l'Algérie. Et donc il se pose la question à ce moment-là, mais est-ce qu'on pourrait imposer l'indigénat? Vous voulez dire les Kabyles qui ont été arrêtés en Algérie, qui sont trouvés au bagne et qui après sont libérés? Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ils étaient sujets de l'Empire en Algérie, voilà. Est-ce qu'ils le sont toujours là, c'est ça? Oui, parce que le bagne était une machine à laver. Donc vous entriez par un matricule et les Algériens, toutes régions confondues, qui ont été condamnés au bagne. On ne parle pas des Kabyles de Mokrani qui étaient sous la déportation politique, mais ceux qui étaient condamnés en droit commun, donc par des cours criminels, semblaient perdre aux yeux de l'administration française leur qualité d'indigène pour devenir des bagnards. On ne peut pas tout avoir quand même. Bon. Donc déjà, ils devenaient des matricules du bagne. Et parmi ces gens-là, certains ont été placés sur concession puisqu'ils suivaient les étapes de réhabilitation du bagne. Donc certains ont été placés sur concession. Et ceux-là ont suivi le destin des colons pénaux. Et en 1936, un administrateur, enfin un responsable de l'autorité coloniale en Nouvelle-Calédonie se dit « Mais attendez, ces gens sont... finalement, ils sont indigènes. Il faudrait peut-être leur coller l'indigénat, là. Parce qu'évidemment, non seulement ils s'installaient, en plus, ils faisaient beaucoup d'enfants. Enfin, il y avait toute une population. Plus les matelots qui arrivaient d'Indochine. Enfin, vous voyez, parce que l'Empire, c'était à la fois une fermeture, mais à la fois des circulations. Donc, il y avait une population là qui ne lui plaisait pas. Mais on est en 1936 et il se réveille tard. Et donc, les mesures ne seront pas prises, en fait.